Avec 1,45 milliard de transactions financières réalisées en 2018 via la téléphonie mobile, le Ghana affiche une performance en hausse de 48,18% par rapport à celle enregistrée en 2017. Le volume des transactions de 2018 est par ailleurs 6,4 fois supérieur à celui de 2015, ce qui traduit une progression maintenue de l'activité du mobile money dans le pays. Pourtant, la croissance du volume des transactions semble s'essouffler progressivement. En 2016, la hausse des volumes était de 107% avant de chuter à 78,4% au terme de l'année 2017. De même, la croissance de la valeur des transactions est au ralenti. En effet, les 223,2 milliards de crédits ghanéens échangés par Mobile Money en 2018 représentent certes 6 fois le montant de 2015, mais la croissance de cette valeur est partie de 121,5% en 2016 avant de redescendre à 98,5% à fin 2017 et à 43,2% au cours de l'année 2018. Au total, 3 opérateurs de téléphonie se partagent le marché du mobile money au Ghana, un secteur présenté comme un futur relais de croissance pour les opérateurs de mobile en Afrique qui doivent faire face à une baisse des revenus des appels. Le secteur tire son avantage en termes de marché du fait que les téléphones sont devenus le moyen le plus rapide de connecter des Africains vivant dans les zones reculées à des plateformes et autres moyens de paiement. Le rapport du groupe CMS, publié en collaboration avec la société de conseil Frost et Sullivan, indique qu'en agissant rapidement et résolument, les pays africains peuvent rattraper leur retard sur la scène économique mondiale. Selon ce rapport, la chose est possible grâce à la digitalisation qui offre au continent noir l'occasion d'accélérer sa croissance. Toutefois, cette fenêtre reste assez étroite et les décideurs doivent mettre en place une stratégie afin de réussir. Alors que l'analyse avancée et la numérisation sont de plus en plus adoptées dans certains secteurs industriels comme celui de l'automobile, il existe selon le rapport de réelles possibilités d'application dans d'autres secteurs industriels tels que l'industrie minière ou l'industrie alimentaire et des boissons qui contribuent de manière significative aux principales économies africaines. À l'évidence, la digitalisation offre une opportunité incroyable à l'Afrique d'utiliser la technologie intelligente pour transformer des économies entières à un rythme sans précédent. Cependant, l'Afrique doit mettre en place des stratégies efficaces dès maintenant. Le rapport appelle surtout les gouvernements à se poser la question de savoir comment conjuguer la création d'emplois et la numérisation. L'Afrique du Sud pourrait-il atteindre son objectif de 1,5% de croissance en 2019? Le ministre sud-africain des Finances répond par la négative. Selon Tito Mboweni, l'Afrique du Sud pourrait manquer d'atteindre son objectif en raison d'un changement de conditions et de nombreux vents contraires qui soufflent sur l'économie nationale. L'annonce intervient quelques mois après que la Banque centrale sud-africaine a revu à la baisse ses prévisions de croissance de 1% à 0,6%. Il en est de même pour l'agence de notation Moody's qui a abaissé, quant à elle, ses prévisions de croissance de 2019 pour l'Afrique du Sud à 0,7% à cause du ralentissement de l'activité économique consécutive à la lenteur des réformes économiques et au renflouement massif effectué par l'État au profit des entreprises publiques. Les hypothèses qui sous-tendent les prévisions ont clairement changé, explique Moody's, qui précise que le déficit réel est maintenant probablement beaucoup plus élevé. L'Afrique du Sud est appelée à recentrer son économie sur l'agriculture tout en continuant à soutenir Eskom, la Société nationale d'électricité, car sans électricité, il n'y a pas de croissance. Alors qu'ils étaient encore optimistes il y a quelques jours, les analystes qui suivent le marché des capitaux en Afrique du Sud doutent désormais d'une baisse future des taux directeurs de la Banque centrale. Selon ces analystes, le poids des facteurs qui préconisent le maintien des taux à un niveau inchangé prévaudra probablement la faible efficacité des réductions de taux pour stimuler la croissance à ce stade, la conjoncture extérieure perturbée et la volatilité des taux de change. Ce pessimisme est surtout alimenté par la tragédie survenue en Arabie Saoudite où une des installations pétrolières a été bombardée par un drone. Les Saoudiens ont fait savoir qu'ils sont capables de réapprovisionner le marché
Mais c'est surtout la réaction du président américain Donald Trump qui inquiète désormais. Lui et son administration n'excluent pas de répondre à cette attaque qu'ils attribuent aux Iraniens. Une position qui fait craindre des instabilités sur l'approvisionnement du pétrole au niveau mondial. L'Afrique du Sud, pays qui dépend majoritairement de l'importation du pétrole, une hausse des prix de l'or noir couplée à la baisse de valeur du rand sur le dollar provoquerait une inflation que les autorités monétaires n'ont pas envie de soutenir. La décision de la Banque centrale sera surtout suivie par les 7,8 millions de personnes qui ont pris des crédits à taux variables et non garantis, mais aussi par le gouvernement de Cyril Ramaphosa. La baisse des taux directeurs de la Banque centrale arrangerait donc ces deux catégories d'agents économiques. L'État en a besoin pour soutenir son ambition de sauvetage des entreprises publiques en difficulté et les ménages qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois seraient bien ravis de réduire leurs dépenses de remboursement de dettes sur une certaine période. L'Algérie, désormais premier importateur du blé provenant de l'Union européenne. Le pays reprend son titre après avoir importé entre le 1er juillet et le 8 septembre 671 671 tonnes de blé, un volume qui crédite l'Algérie de 15,4% des parts de marché de l'Union européenne. L'Algérie surpasse ainsi l'Arabie saoudite qui affiche à son compteur 568 452 tonnes de blé importées sur la même période. La nouvelle position de l'Algérie semble contredire les déclarations officielles du gouvernement qui avait estimé récemment que le marché local est suffisamment approvisionné en orge et en blé dur pour se passer de leurs importations. En effet, pour la saison agricole de 2008-2019, le pays prévoit une production céréalière historique jamais enregistrée depuis l'indépendance. Les quantités de céréales récoltées à ce jour avoisinent les 27 millions de quintaux. Avec une consommation annuelle de plus de 10 millions de tonnes de blé, la vigueur des importations algériennes devrait, selon certains observateurs, réjouir de nombreux exportateurs de l'Union européenne, dont au premier rang la France. En effet, le pays d'Emmanuel Macron entend sécuriser ce débouché stratégique. L'économie malawite s'affiche dans le vert. Le pays table sur une croissance de son produit intérieur brut en 2019 et 2020, respectivement à 5 et 7%. Selon le ministre malawite des Finances, cette prévision est due à un retour des pluies ayant stimulé la croissance agricole. Cette situation devrait permettre de relancer les exportations de tabac, de thé et de canne à sucre, dont la croissance avait été affaiblie dans le pays des suites d'une sécheresse. Cette situation, couplée à d'autres difficultés telles que les pénuries d'électricité, avait poussé le gouvernement à demander une aide de 112 millions de dollars au Fonds monétaire international au titre d'une facilité élargie de crédit de 3 ans. Ce programme devrait prendre fin cette année avec le déblocage d'une dernière tranche de 56 millions de dollars. En attendant ce décaissement, les autorités du pays travaillent à réduire le déficit budgétaire et ralentir l'augmentation de la dette publique. Une dette qui, en décembre 2018, s'élevait à 62% du produit intérieur brut. La réexportation du riz, désormais strictement interdite au Niger. Ainsi en a décidé la Direction générale des douanes. Une décision qui n'est pas du goût des exportateurs. Selon le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, une telle mesure est une entorse grave à la liberté des commerçants. À en croire ce syndicat, interdire toute réexportation, c'est mettre en difficulté les opérateurs économiques du pays qui exportent généralement l'excédent de produits importés. La mesure d'interdiction intervient alors que le président Mahamadou Issoufou avait annoncé en juillet 2019 vouloir voir le Niger stopper toute importation de riz dès 2023. En effet, le pays aspire désormais à une autosuffisance de ce produit alimentaire de base. En attendant d'y parvenir, Niamey importe chaque année plus de 423 000 tonnes de riz. Ces dernières années, la demande nationale s'est considérablement accrue, passant de 257 000 tonnes en 2010 à plus de 426 000 tonnes en 2019.
Dans le cadre de la nouvelle stratégie gouvernementale visant à éradiquer la fraude au sein du système de paiement des fonctionnaires et agents de l'État en République démocratique du Congo, environ 5 823 comptes bancaires appartenant à des fonctionnaires fictifs vont être supprimés. Tous ces comptes ont été régulièrement alimentés par l'État congolais qui y versait des salaires, mais n'ont pas été touchés durant de nombreux mois. Ceci a attiré l'attention des autorités congolaises qui ont décidé de la suppression de plus de 4 500 autres comptes, n'ayant enregistré aucun mouvement des fichiers des services de paix, sauf en cas de réclamation. Pour ces autorités, les personnes détenant ces comptes n'existent pas et doivent donc être élarguées des fichiers des services de paix. Ce qui va permettre au Trésor congolais de réaliser des économies de près de 2,7 milliards de francs par trimestre, soit environ 10,8 milliards de francs congolais par an. L'objectif de l'opération est d'assainir le fichier paix et par ricochet, de maîtriser la masse salariale. Pour l'instant, aucune sanction judiciaire n'a été annoncée pour punir les auteurs de la fraude. Cependant, des enquêtes pourraient être menées pour découvrir toute l'étendue du réseau. Après 3 décennies de régime autoritaire, le Soudan amorce un nouveau pan de son histoire avec une nouvelle équipe gouvernementale pleine d'ambition. Elle se donne 200 jours pour donner un nouveau souffle à l'économie soudanaise. Nous avons lancé un programme de 200 jours qui se concentre sur 5 points clés. Fondamentalement, il faut stabiliser complètement l'économie et réformer le budget afin d'augmenter la charge financière pour que nous puissions respecter nos engagements envers nos citoyens, améliorer leur bien-être social et investir dans la santé et l'éducation. La nouvelle équipe dirigeante du Soudan entend aussi miser sur des mesures de stabilisation des prix des produits de base, la lutte contre le chômage des jeunes, la transition de l'aide humanitaire au développement durable et le renforcement des capacités des institutions de gestion économique. Nous avons 3 ans de travail et d'efforts devant nous. Nous réaffirmons à notre peuple que nous sommes déterminés à conserver ce grand sacrifice en œuvrant à la réalisation de ces objectifs. Les ambitions et les espoirs du peuple soudanais dont il rêvait semblaient impossibles dans le passé, mais ils sont maintenant possibles grâce à nos efforts et à notre travail commun. À terme, les nouvelles autorités soudanaises espèrent transformer la structure économique du pays, passant d'une économie fondée sur l'exportation des matières premières à une économie industrialisée. Un programme dont les fondations devraient être posées au cours des 2 dernières années de la transition. Le Togo s'attire les bonnes notes du Fonds monétaire international. Dans le cadre de la 5e revue de la facilité élargie de crédit, le pays a obtenu le satisfecit de l'institution de Bretton Woods qui se félicite des performances économiques réalisées. Pour le Fonds monétaire international, le Togo s'est illustré par une bonne poursuite de la reprise économique et de l'assainissement budgétaire. À en croire les experts, tous les critères de performance ont ainsi été satisfaits. Il s'agit en somme d'une performance satisfaisante et les réformes avancent aussi bien au niveau de l'administration fiscale, douanière que de l'amélioration du climat des affaires. Autre élément de satisfaction, les politiques actuelles du gouvernement togolais qui, comme lors de la fin de la dernière revue, s'alignent sur celles de l'UEMOA, notamment à travers le respect des critères de convergence. Le Fonds monétaire international salue par ailleurs l'engagement du gouvernement togolais à mener à bien le processus de privatisation des 2 banques étatiques, même si quelques retards sont observés. Pour le Fonds monétaire international, la croissance du produit intérieur brut devrait se situer autour de 5,3% en 2019, l'inflation entre 0 et 2%, alors que le déficit budgétaire devrait s'établir à 2,9% du produit intérieur brut d'ici la fin de l'année.